Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité que vous connaissez probablement via les réseaux sociaux ou encore par sa participation à The Voice, et c'est Crégo. Comment est-ce que tu vas? Ça va super, et toi? Ça va très bien, chaudement aujourd'hui, hein? Ouais, un petit peu. Ouais. Mais c'était pire il y a 2 semaines. Ouais, c'est vrai que les 38 degrés, on les a sentis passer. On les a sentis passer, Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oh, waouh! Ça peut être très court, très vague, comme tu veux. Tu fais long, court, peu importe. Ok, moi c'est Crégo, je fais de la musique, je joue la comédie aussi, je fais à peu près tout ce qui m'amuse et tout ce qui peut amuser et divertir les gens. Voilà. C'est très bien. On Toi, essaie. t'avais l'air surpris. Franchement, t'as géré, moi, je trouve. Quand est-ce que t'as décidé de te lancer sur les réseaux sociaux? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai participé à The Voice Belgique, du coup c'était en 2018. Et mon plan en participant à The Voice Belgique, c'était de me dire, je fais The Voice, je fais l'Eurovision, et après ça, je lance ma carrière à partir de là. C'était un peu la stratégie. Ok. Et donc j'ai déjà proposé ma participation à l'époque, et ça n'a pas pris. Et du coup, je me suis retrouvé un petit peu en carafe à pas savoir trop quoi faire. Et c'est là que je me suis dit, ok, j'ai commencé l'émission, j'avais 200 abonnés sur Instagram, je l'ai terminé, j'avais 600 abonnés sur Instagram. Pour moi, c'était absolument énorme. Je me suis dit, il faut absolument que je les garde. Et donc, j'ai commencé à poster des covers, et ça fonctionnait moyen. Et puis, j'ai commencé à poster des vidéos qui mélangeaient la musique et l'humour. Et là, ça a commencé à prendre. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à gagner des abonnés. J'ai fait une cover qui a extrêmement bien fonctionné, qui m'a fait vivre plein de trucs super sympas. Et après ça, j'ai téléchargé TikTok. Et puis là, c'était encore le début d'une nouvelle aventure, quoi. Mais de base, c'était l'idée de garder les 400 abonnés que j'avais gagnés grâce à la télévision, le temps que je puisse sortir mon premier single, quoi. Donc, t'avais vraiment un objectif, mais qui n'était pas lié d'abord aux réseaux sociaux. Toi, c'était vraiment un objectif par rapport à la musique de base. Tout à fait. Mais après, disons que j'avais déjà capté à l'époque que on entrait vraiment dans une période où on pouvait pas vraiment faire de la musique sans passer par les réseaux sociaux. Enfin, Ouais. que ça devenait un canal tout aussi important que la radio, que la télévision, etc. Et du coup, même si c'est pas l'objectif, même si c'est pas le but, en fait, même si c'est un moyen, ça pouvait pas se faire sans les réseaux sociaux, quoi qu'il arrive, quoi. Ça, c'était sûr. Mais t'as été hyper smart, hein, parce qu'il y a des gens qui ont eu du mal à comprendre que les réseaux sociaux prenaient autant d'ampleur, en fait. Et toi, tu l'as quand même compris assez rapidement, donc non, c'est très très chouette. Merci beaucoup. Est-ce que du coup les réseaux sociaux c'est devenu un métier à temps plein pour toi ou c'est resté plutôt une passion, quelque chose que tu fais en plus sur le côté? C'était censé être quelque chose que je fais en plus, mais ça a vite pris beaucoup de place quand même, hein. Je veux dire, ça m'amuse en fait. Déjà, je pense que ça m'amusait le fait que des marques s'intéressent à moi, ça m'amusait parce que j'ai fait des études de communication de publicité en fait. Du coup, c'est Donc un ça se langage que je rejoignait. parle en fait. Mhm. Quand je reçois un briefing, je sais de quoi ça parle. Quand je reçois une campagne, je comprends quels sont les objectifs. Et du coup, c'était un peu facile en fait pour moi de mélanger ça à ce que je faisais déjà. Du coup, oui, ça a pris vite beaucoup de place. Et est-ce que c'est un job à plein temps? En fait, j'ai envie de dire oui, mais je fais pas que ça. Mais oui, ça a pris la place d'un job à plein temps, ça c'est sûr. Il y a des marques en particulier que tu t'attendais pas vraiment à ce qu'elles te démarchent, mais que c'était peut-être quelque chose que t'espérais quand t'as commencé à monter les échelons? Non, Disney, je pense que, enfin, je suis un grand fan de Disney depuis que je suis tout petit. C'est vrai que avoir l'opportunité de travailler avec Disney, c'était quand même, c'est un rêve qui devient réalité un petit peu. Donc ça, oui, je m'y attendais pas. Après, pour tout le reste, c'est un petit peu, elle me contacte et puis un peu, on met le pied dans la porte et on fonce. Et parfois, il se passe des super trucs, mais je me rendais pas forcément compte, en fait. C'est plutôt les gens à l'extérieur qui me disaient, mais tu te rends pas compte, c'est génial de bosser avec des marques pareilles. Moi, j'étais là, c'est cool, en fait, mais je l'aurais pas su avant d'être dedans, quoi. Du coup, tu m'as dit qu'en 2018, tu as participé à The Voice. Ouais. Comment ça s'est passé exactement? Enfin, comment ça se passe du casting jusqu'à la participation? D'accord. Faut savoir que quand j'ai participé à The Voice, c'était la 6e fois que je participais. Ah oui, C'est-à-dire la ok. 6e fois que je tentais T'as ma chance jamais à lâché. l'aventure. Non, mais moi, j'aime pas qu'on me dise non, déjà, et je suis extrêmement têtu. Mais c'est un point positif. Non, c'est vrai. Je suis extrêmement têtu, et du coup, en fait, chaque année, je participais, chaque année, on me disait non, et je partais dans une phase de déprime totale, et je me disais, non, tu chantes, t'es nul, tu chantes super mal, tu feras jamais rien de bien, et puis en fait, après, il y a l'auto-persuasion, tu te dis non, en fait, je suis absolument fantastique et ça va bien se passer. Et du coup, je reparticipais. Et la 6e fois, ça a pris. Il y a bien entendu des phases de pré-casting, c'est-à-dire qu'en Belgique, c'est assez simple. D'abord, on envoie une vidéo de nous qui chante sur Internet. Si la vidéo leur plaise, eh bien, ils vous appellent au studio de l'RTBF
soit à Liège, soit à Bruxelles. Et à partir de là, vous chantez 1 ou 2 chansons devant un jury qui est composé de personnes de la production, en fait. Ok. C'est pas déjà du tout le jury qui vous entend à la télévision. Eux, ils vous découvrent réellement à l'aveugle pour la première fois. Et là, c'est la partie, pour la Belgique en tout cas, la plus compliquée. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a le plus gros écrémage. Ils vont passer de plus d'un millier de talents à 200, donc vraiment c'est là que Ouais, ça fait un bon tri quand même. Ouais, ils partent vraiment au coup de cœur, quoi. Et vraiment, ils doivent être. Il faut faire un waouh, c'est la partie la plus difficile. Et ensuite, il y a une partie qui est beaucoup plus technique, on va dire, puisque là, c'est une audition en studio. Et là, on chante aussi devant des personnes du staff. Et c'est un peu plus stressant. Ils mettent dans une situation d'un peu plus stressante parce que l'émission va être très stressante, justement. Et là, regarde si vous allez vous déstabiliser ou pas, en fait. C'est aussi là où il faut pas se laisser abattre parce que ils le font exprès. Ça, beaucoup de talents savent pas, mais ils le font exprès de vous stresser. C'est pour savoir si vous avez les épaules pour l'émission, parce que c'est vrai que c'est assez lourd à porter. Et puis là, si ça se passe bien, on passe à l'étape des auditions à l'aveugle, hein, donc sélection de la chanson, etc. Et on répète, je pense, 2 fois sur la scène avant la véritable audition. Et puis voilà, puis on chante et les jurys sont retournés. Mais on espère qu'il y en a qui se retournent, quoi. Et du coup, dans ton cas, ça s'est passé comme tu l'aurais aimé ou pas? Bah oui, c'était un peu spécial parce que c'est-à-dire que c'est la 6e fois que je participe, donc on pourrait croire que j'étais un petit peu le dernier de l'aventure, mais en fait, ils m'aimaient plutôt bien. J'ai chanté, il y a 3 coachs qui se sont retournés. Il y en a qui, c'était à l'époque dans le casting belge. Il y avait BJ Scott, bien évidemment. Il y avait Matthew, le chanteur de Puggy. Et puis les nouveaux, c'était un petit peu le truc un peu spécial de l'année. C'était les coachs français. Il y avait Vita et Slimane qui étaient là tous les deux, chacun dans leur siège, bien entendu. Et c'était avant tout leur duo ensemble. Et du coup, Slimane s'est retourné après une phrase, Mathieu a suivi, et puis Vita sort. Donc il y a eu 3 coachs qui sont retournés, c'était génial. C'était très très galvanisant comme moment. Je me rappelle, c'était fou. J'avais l'impression que le monde était à mes pieds. C'est très particulier. C'est aussi, je pense, pour ça que c'est important d'apprendre à garder les pieds sur terre quand on vit ce genre d'aventure. Mais ce qui est bien aussi, c'est que à The Voice, ce qui est très très une mouche. Ce qui est très très particulier, c'est que chaque fois qu'on monte sur scène, c'est potentiellement pour se faire éliminer, en fait. C'est ça qui est très stressant. Chaque fois qu'on monte, c'est peut-être la dernière fois. Et parfois, on prend pas le temps de profiter de ce qui se passe aussi. Mais donc, il y a un moment où ça arrive, forcément, à part pour une seule personne, la personne qui va gagner. Et le stress, il est là aussi. C'est-à-dire que chaque étape, on voit tous les copains qui commencent à partir. Ah, toi, tu pars, moi, je reste, blablabla, tout le monde qui pleure, etc. Et ouais, du coup, ça aide aussi à garder les pieds sur terre, ce genre de moment un peu rituel d'humiliation entre les moments où on vous traite un petit peu comme une star alors que vous n'êtes personne. Mais oui, non, ça s'est bien passé. Ensuite, il y a eu les battles. J'ai, entre guillemets, perdu la battle parce que Slimane avait choisi Samuel avec qui j'avais chanté. Mais 2 coachs m'ont rebuzzé parce que c'était la règle, donc j'ai encore pu choisir cette fois-ci entre Mathieu et Vita. Et j'avais choisi Vita, donc j'ai continué l'aventure avec Vita. Et j'étais éliminé à l'étape suivante au premier live, donc voilà. Oh. Mais ça va, c'est pas grave, hein. Non, mais c'est dommage. Oui. Mais c'est cool parce que t'as eu quand même eu une belle aventure. Ouais, c'était sympa. Ça te fait quoi dans ta première audition quand t'es vraiment genre à la sélection de voir que t'as des coachs qui se retournent aussi vite quand tu commences ta chanson? Est-ce que c'est pas justement déstabilisant de te dire ok, je dois continuer à faire ma perf correctement, mais en même temps tu dois avoir ce bonheur qui s'ajoute de te dire ok, je suis safe, je passe à la suite, quoi. Ah bah c'était déstabilisant pour que j'ai commencé à chanter faux. C'est ça qui était dommage en fait. C'est-à-dire que j'étais très très concentré. En plus c'est une chanson. J'ai fait une reprise de Shaim et c'est ça qui leur a plu. Hein. C'est parce que j'avais refait l'arrangement moi-même, etc. Que je suis retourné au cœur du texte et que j'ai un petit peu enlevé tout l'habillage pop de la chanson. Alors que j'adore la pop, hein, mais là je voulais recentrer un petit peu sur le côté un petit peu plus dark de la chanson. Donc j'étais un petit peu en mode dark Sasuke en train de chanter, etc. Je vois un sèche qui se retourne pendant toute la chanson. C'était hyper compliqué de rester concentré. Mais bon, c'est passé. Mais ouais, c'est hyper difficile parce que c'est vraiment très galvanisant comme moment. Il y a une sorte d'allégresse qui s'empare de vous et faut rester concentré. Mais le pire, c'est qu'ils le disent. Hein. Ils le disent, ils vous préviennent parce que pour eux, c'est important qu'on chante le mieux possible parce que sinon les gens zappent. Oui. Ils disent si jamais les gens se retournent pas, ça veut pas dire qu'ils n'aiment pas. Parfois, ils se retournent les 4 à la dernière seconde. Donc, restez concentrés jusqu'au bout. S'ils se retournent, restez concentrés. Vous pourriez, la joie pourrait vous prendre, mais il faut continuer à chanter jusqu'au bout. Vous devez aussi convaincre le public quelque part, mais c'est trop difficile, quoi. C'est tellement satisfaisant, c'est fou. Parce que c'est vraiment bizarre de chanter devant des sièges retournés. Il y a tout un public derrière.
Parce que quand on regarde à la télévision, ça c'est un truc qu'on réalise pas parce qu'on les voit les coachs en fait. On les voit et on voit leurs réactions et on se dit ah bah c'est dommage, ils ont failli buzzer, mais on ne voit vraiment rien du tout. C'est vraiment quatre sièges. Ah, donc tu Il y sais a pas une même pas main, il y a pas imaginer ce une qu'ils main ont qui comme dépasse, on émotion. n'imagine pas. Ouais. Ils pourraient être en train d'adorer, de détester, de parler entre eux. On ne le sait pas. Vraiment, on ne le sait pas. Donc c'est très très bizarre. C'est pour ça que c'est important de voilà, d'avoir les nerfs accrochés aussi, hein. C'est très stressant, une blind audition. Donc, effectivement, quand ils se retournent, on se dit, ah, ça passe, Oui. c'est bien. Donc, voilà. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait poster des vidéos sur Internet parce qu'avant ça, je postais pas des vidéos de moi qui chante sur Internet, pas que j'en avais pas envie, mais ce que je me disais, mais est-ce que je suis assez bon? Est-ce que c'est OK? Alors que bon, j'ai quand même une formation en chant de jazz et classique. Mais à partir du moment où j'ai eu 3 coachs professionnels qui sont retournés, je me suis dit, plus personne ne peut rien me dire, en fait. Donc, ça m'a donné aussi beaucoup d'estime de moi, je pense, ce moment-là. Donc, c'est un moment clé, en fait, je pense aussi dans le créneau des réseaux sociaux, je pense, ouais. Ah, Parce mais qu'à c'est partir de vraiment là, hyper j'étais chouette. libéré, on va dire. Est-ce que du coup ça a été évident pour toi? Est-ce que tu y as été en disant ok si les coachs se retournent tous, je sais déjà vers qui je vais me tourner, ou tu t'es plutôt laissé guider sur le moment? Mais c'était bizarre en fait parce que toutes les pré-interviews, parce qu'il y a beaucoup de pré-interviews, hein, Ouais. donc il y a des portraits qui sont tournés avant les auditions. Il y en a eu un, il était venu à la maison, etc. Pour tourner mon portrait. Et il te demande effectivement qui tu veux comme coach parce qu'effectivement s'il y a le coach que tu veux qui se retourne, bah, c'est super pour la télévision. Ça fait Oui. du super storytelling. Et c'est vrai que la coach que je voulais c'était Vita parce que j'aimais beaucoup ses chansons quand j'étais plus jeune. Mais jusqu'à ce moment-là en fait, j'aimais beaucoup ce que Vita faisait de toute façon. Son premier album, il est diablement bien écrit. Genre vraiment, c'est une folie. Hein. Les gens se réalisent assez peu. En plus, c'est elle qui écrit ses textes. Donc voilà, je suis vraiment une grande artiste. Donc je ne parlais que de Vita. Tout le temps, je disais, moi, je veux Vita, je veux Vita, je veux Vita, je veux Vita, je veux Vita. Et ce qui se passe, c'est que Slimane est juste extrêmement convaincant, en fait. C'est-à-dire que il arrive à parler au cœur des gens. C'est très fort. Il y a des gens qui ont une lumière comme ça. Et en fait, il arrive vraiment à parler au cœur des gens. Il est très persuasif. Et sur le coup, Vita, elle est plus réservée. En fait, ça, je l'ai appris Oui. après parce que je l'ai eu comme coach, du coup, à l'étape suivante. Vita, elle est plus réservée. Et, et Slimane, il a été plus convaincant, donc je suis parti chez Slimane, en fait. Donc, j'ai pas pris je ne suis pas allé chez la coach que j'avais dit que j'allais dès le départ. Donc voilà. Mais on part tous un peu avec des idées préconçues. On a Oui. tous un coach qu'on préfère parmi, Oui, et pour puis ça. ça s'adapte en fonction de la situation. Exactement, exactement. Pour certains talents, c'est compliqué parce qu'il y en a qui ils veulent vraiment un coach, le coach se retourne pas et après ils se disent ah, comment ça va se passer et ouf. Enfin, c'est une émission qui est aussi très basée sur le feeling aussi en fait. Hein. C'est-à-dire que la réalité, c'est que les coachs, ils ont des préférés et qu'ils gardent leurs préférés quoi qu'il arrive. Et c'est qu'ils gardent leurs préférés quoi qu'il arrive. Et c'est pareil, je pense, pour toutes les éditions de The Voice. Les coachs gardent leurs préférés. Peu importe la performance, ils savent déjà qui ils veulent Ouais. garder. Et c'est un feeling artistique, bien entendu, mais aussi un feeling personnel. Il y a des coachs qui avaient un peu comme quand tu rencontres un pote, tu changes de classe, tu rencontres quelqu'un et direct ça match. Il y a Ouais. des coachs qui avaient ça avec des talents et ces talents-là, ils arrivaient juste pas à s'en séparer en fait. C'est des trucs que Ouais, tu ok. ressens quand t'es à l'intérieur de l'émission. De la télévision, tu peux pas le voir. Parfois, tu te demandes, ah, tiens, pourquoi il a sauvé tel, pourquoi elle a sauvé tel. C'est juste qu'ils s'en sentent super bien, c'est comme ça en Ah oui, fait. ok, donc c'est Alors, aussi simple que ça parfois. mais bien sûr, et enfin c'est terrible, mais avant les battles, ils savent aussi qui ils vont garder. Ouais. Avant qu'on monte sur scène. Et est-ce que c'est pas frustrant justement quand t'as conscience de ça à l'intérieur mais que ça ne se voit pas de l'extérieur de dire ok je sais très bien que par exemple le coach préfère telle personne et que je passerai peut-être pas. Est-ce que c'est pas une idée qui est dure à s'enlever de la tête Bah en fait c'est particulier, tu sais les émissions de télé c'est beaucoup de c'est une vraie construction scénaristique pour le spectateur mais aussi pour le talent en fait hein. C'est-à-dire que c'est très spécial parce qu'on est tous plus ou moins amateurs, enfin même s'il y en a qui chantent depuis longtemps etc. Et on nous demande de faire le job d'un professionnel donc on arrive, on Ouais. chante sur scène avec des musiciens qui sont exceptionnels avec des caméras en 12K avec toute une prod autour de vous, vous avez un styliste, vous avez des make-up artistes, genre vraiment c'est fou parce que vous êtes dans une structure où tout est fait pour vous. Genre, commencer une carrière musicale comme ça, c'est très spécial parce que justement, après, le contraste, c'est qu'on arrive dans le monde réel et qu'il y a des gens qui commencent à nous dire, ah, ce serait bien que tu viennes chanter, tu serais bien que tu viennes chanter, mais on n'a pas toute la magie de l'émission, en fait, parce Ouais. que, j'étais très jeune à l'époque, etc. Je veux dire, les talents les plus jeunes, ils sont quand même 16 ans, etc. Donc voilà, il n'y a pas toute cette structure.
Et je sais même plus pourquoi je racontais ça. Ah oui, et du coup, en fait, on arrive au studio et t'es un peu traité comme une star. C'est-à-dire qu'il y a des, on appelle ça là, un peu les parrains et les marraines. Il y a des gens de la prod, en fait, qui sont là juste pour que tu sois le mieux possible. Il suffit qu'ils captent que t'aimes bien les spéculoos. Bah, il y aura toujours des spéculoos dans la loge et c'est fait pour toi. Il y a Oh, mais des, c'est vraiment, trop c'est mignon. mignon de ouf. Il y a des attentions qui sont faites pour toi. Ce qui fait qu'en fait, il y a aussi un scénario où tous individuellement, on vous dit, mais t'es exceptionnel, tu peux aller jusqu'en finale, tout va super bien se passer. Donc, t'es aussi galvanisé par ça. Ouais. Et c'est vraiment petit à petit, c'est aussi pareil, hein, quand il y a du feeling, tu commences à parler avec des gens, etc. Et tu commences à capter qu'en fait, bah, il y a des choses qui sont, entre guillemets, déjà écrites, en fait. Mais c'est ok, c'est de la télévision. Disons que je m'y attendais, mais je savais juste pas comment ça allait s'exprimer. Mais, Ouais. ben, voilà, Mais c'est bien parce que d'une certaine façon, tu t'es préservé de ça. Enfin, ça n'a pas été un handicap pour toi dans ton aventure. Tu t'attendais à un petit peu ça de la télé, quoi. ben, je sais pas, oui et non, c'est comme difficile. C'est-à-dire que c'est vraiment petit à petit que j'ai commencé à capter donc il y avait des choses qui étaient déjà entre guillemets pas forcément décidées à l'avance, mais en tout cas très orientées, quoi, très orientées vers une direction, etc. Un peu comme on oriente un film. Hein, je veux dire, c'est un casting aussi, The Voice. Hein, on est tous des personnages. C'est extrêmement important aussi quand on vient. C'est pas juste une voix qu'ils mettent à la télévision. C'est un personnage, c'est un style. Et c'est aussi un visage, ça c'est Est-ce que tu as des regrets par rapport à ta participation? Des choses que tu aurais peut-être aimé plus faire ou... le plus gros regret, je pense, c'est de pas avoir vraiment profité du moment en fait. Et le pire, c'est que j'avais rencontré du coup des candidats des saisons précédentes qui m'ont dit profite à fond parce que ça s'arrête en fait. Mais quand on est dedans, on a la tête dans le guidon, on s'en rend pas compte, on est juste concentré, on répète énormément, on chante tous les jours, plusieurs fois par jour, on veut aller le plus loin possible, on est stressé, etc., etc. Et c'est vrai que le moment où on est sur scène, en vrai, c'est, en tant qu'artiste, bah, c'est une récompense, en fait. Quand tu fais un Ouais. truc pareil, c'est ce que je préfère faire. Moi, quand je suis sur scène ou devant une caméra, ben, j'adore, en fait, tu vois, et c'est comme ça depuis que je suis petit. Et effectivement, bah, tu prends même pas la peine d'en profiter juste parce que t'es tellement stressé, parce que, bah, tu veux bien faire, parce que tu pourrais être éliminé. Et parfois, tu as du mal à vivre le moment à fond, quoi, c'est vrai. Et c'est vraiment après que je regardais les vidéos, je me disais, ah, c'était bien quand même, t'as quand même bien fait ça, tu peux quand même être fier de toi. C'est difficile d'être fier de Ouais. soi, on est beaucoup plus facilement critique. Et c'est vrai que vraiment, c'est vraiment un an plus tard, et je regardais par curiosité, je me suis dit, ouais, c'est quand même bien ce que t'as fait. Donc, ne pas profiter sur le moment même. Et je pense que si je devais refaire l'émission, je chanterais pas la chanson que j'ai fait au live 1. Enfin, c'est facile de détester la chanson d'élimination, entre guillemets. C'est facile de se le dire, c'était un mauvais choix. Mais même, j'aurais préféré être éliminé sur un titre qui me ressemblait plus, je pense. Il a juste été mal choisi. Il a été choisi trop dans le rush. J'ai aussi un peu perdu les rênes de mon aventure, alors que depuis le départ, ce qui se passait bien, c'est que j'arrivais toujours à Ouais. gentiment, bien sûr, avec politesse, dire non, c'est ça que je veux faire parce que ça me ressemble plus. Et là, je me suis trop laissé guider, j'ai trop écouté les idées des autres, etc. Et c'est juste ça. Donc, plus me faire confiance. Donc voilà, rester plus sur ma vision, sur ma DA et vraiment profiter, quoi. Profiter parce que oui, c'est une chance inouïe et c'est Mais c'est une super belle chouette expérience à fond. surtout. Et profiter, et c'est dommage de pas le vivre à fond, quoi. Et c'est vrai que c'est particulier parce que vraiment, tous les jours, des mails, des appels, ah, on va tourner une capsule en plus, donc rendez-vous à Bruxelles dans ce restaurant-là, blablabla. Enfin, tous les jours, des nouveaux trucs, ok, la styliste veut tes mensurations, pour ça, on va tester ça, on voit tes inspirations, tout. Et puis vraiment, du jour au lendemain, plus de Ça mails, plus plus d'appels rien. téléphoniques. C'est vrai que c'est bizarre. Parce que c'est vraiment, c'est, bah, c'est de la dopamine, en fait, hein. C'est comme, on n'avait pas autant de notifications à l'époque qu'aujourd'hui, mais c'est comme maintenant quand tu scrolles sur TikTok en permanence, enfin, Là, t'es tout le temps stimulé ouais, et voilà, puis t'es t'as tout le temps plus rien. stimulé, puis d'un coup, du jour au lendemain, bah, je retourne à l'école. En plus, je me rappelle, où je faisais mon master à l'époque et j'ai séché genre je pense 3 semaines de cours parce qu'il fallait que je m'enferme dans ma bulle et Bah je ouais, suis mais pour revenu à te la vivre vraiment le truc à 100%, et je suis revenu à la fac en mode hey! Et c'était un peu en mode et là il faut répondre à tout le monde ah c'est triste que t'es éliminé oui voilà enfin voilà tu vois tu gardes un peu la façade en mode c'est pas grave l'important c'est de participer alors que j'avais le mort mais bah ouais, ouais. mais bon Mais tu dois quand même rester positif, mais bien quoi. sûr hein, et puis vaut mieux spread de la positivité que l'inverse, hein, franchement. Voilà. Ça, ça a pas été trop dur pour toi, en dehors du fait que tu as été éliminé, de retourner à la réalité. Est-ce que le fait d'avoir participé à The Voice, ça a changé des choses dans les gens qui voulaient devenir amis avec toi, peut-être leur vision de toi, etc. Est-ce que tu as senti un réel changement quand tu as eu terminé l'aventure?
Bah, c'est un peu particulier. Il y a pas vraiment de retour à la réalité parce que j'avais jamais vraiment quitté la réalité. C'était une période de ma vie qui était super chouette parce que mon job étudiant, en fait, c'était de jouer dans des publicités, en fait, déjà. Donc, je jouais dans beaucoup de pubs à l'époque. Donc, en plus des pubs, j'avais l'émission. J'avais joué dans une web-série de la RTBF aussi, où j'avais chopé un petit rôle. Donc, c'était une période où je vivais un peu mon rêve de toujours, en fait. Mais je quittais jamais la réalité parce que, bah, The Voice Belgique, c'est une petite émission. On est un petit Ouais. pays avec un petit budget, euh, pour la, enfin, euh, pour la blague, le budget de toute la saison de The Voice Belgique, en tout cas à l'époque, c'était à peu près le budget d'un live de The Voice France, c'est pour dire, tu vois. Ce qui veut dire que la différence, c'est que bah, The Voice Belgique, t'arrives sur place et puis bah tu reprends le train, tu repars de Liège, tu rentres chez toi en fait. Donc t'es jamais, c'est pas comme dans d'autres pays où ils ont plus de budget, où vous êtes logé à l'hôtel pendant toute l'émission, etc. Ou enfin, c'est vraiment très différent. On quitte jamais vraiment la réalité. Ce qui était dur, c'est le fait de tu fais ta passion pendant hyper longtemps avec tous tes amis entre guillemets, parce que c'est vraiment comme une grosse colonie de vacances avec plein de gens qui ont la même passion que toi, etc. Et ça, c'était un peu dur que ça se coupe d'un seul coup, quoi. Bon, ça, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Pour la question de l'amitié, j'ai pas senti d'hypocrisie, ça c'est certain, mais disons que je venais de commencer mon master, mais j'étais dans une autre école avant. En fait, je suis passé d'une autre école et je faisais une passerelle à la fac, et du coup, bah j'avais quasi pas d'amis en fait, genre vraiment, Ah personne oui. me parlait, mais personne me parlait parce que j'étais un peu réservé de nature de base. Et ensuite, personne me parlait parce qu'il me trouvait trop impressionnant. C'était un peu particulier parce qu'au départ, personne me parle, mais personne me regarde. Et puis après, Tout le personne me monde te parle, mais tout le monde me regarde. regarde. Mais Ok. ça c'était rigolo. Ça, c'était rigolo, quoi. Mais j'avais quand même deux, trois potes à la fac. Ça, c'était cool. Notamment Anne-Sophie Terchamp qui avait fait l'émission The Voice Belgique, quelques années avant. Et qui l'année juste après a fait The Voice France. Donc ça, c'était cool parce que l'année suivante, c'était elle la star de la fac. Donc ça, c'était bien. Ah ouais, c'est trop Ouais, cool. Vous avez vraiment switché. ouais, ouais. C'est ça rééquilibrait un peu le truc. Donc ça, c'était cool. Donc voilà. T'as gardé des contacts avec des personnes que t'as rencontrées durant ton aventure? Bah, de ouf, en fait, c'est chouette, notamment, bah, il y a Samuel avec qui j'ai fait ma battle. La battle, c'est très spécial. En fait, encore une fois, toute l'émission, c'est beaucoup d'émotions tout le temps. La battle, c'est un beau moment vivre avec quelqu'un parce que d'un côté, on chante ensemble, donc c'est vraiment, chanter ensemble, ça peut libérer beaucoup d'émotions. Mhm. Et de l'autre, en fait, il y en a un qui va partir, donc il y a aussi de la compétition, mais le meilleur moyen de faire une battle, c'est de pas dans la compétition. Ça, c'est le meilleur moyen de gagner sa battle, c'est d'être dans le partage. S'il y en a qui veulent participer à The Voice, comme ça, vous savez. Un petit tips. Et du coup, on a gardé bon contact, etc. Parce que c'est un moment qui nous appartient, entre guillemets. Et puis, Imaina, c'est une chanteuse bruxelloise, du coup, avec qui je m'entendais hyper bien, avec qui on a gardé contact. Johan, qui a participé à la même saison, qui est aussi de Charleroi, d'ailleurs, Johan, Ah, effectivement, qu'on salue. Et d'ailleurs, c'est plus du tout un secret parce que ça fait longtemps, ils sont en couple, hein, depuis l'émission. Donc, voilà. Donc, ça, c'est chouette. Et Nejla Belège, qui est aussi dans la même équipe que moi chez Slimane. Donc, il y en a vraiment quelques-uns avec qui on a de bons contacts. Et je dois aussi parler de Elliot, qui a fait l'Eurovision. C'est lui qui a fait l'Eurovision justement l'année juste après, qui est aussi dans l'équipe de Slimane. Et on était de la même région parce que j'étudiais à Mons, etc. Donc, lui, il est montois, il est montois, quoi. Et du coup, on faisait souvent la route ensemble. Et Elliot, Bassam, il est très, très chouette aussi. Donc, voilà. Mais oui, on a avec qui j'ai gardé contact. Nejla, Fabiola, Nejla et Imaina, pardon, son nom de scène. Je les ai vus la semaine dernière, par exemple. Donc, voilà, ah oui, c'est c'est chouette. bien. Moi, enfin, vous avez vraiment vécu un truc unique et ça crée des liens uniques aussi. Vraiment, oui, c'est vraiment chouette. Et ce qui est chouette aussi par rapport à ça, c'est que il y a un peu l'effet quand on est en secondaire, on pense qu'on va rester amis pour toujours. En fait, on se Avec rend les compte que mêmes personnes, parfois ouais. les liens, c'était juste parce qu'il y avait l'école. Ben, c'est un peu pareil avec les émissions télé, quoi. Les liens, c'est parce qu'il y avait l'émission qui nous réunissait tous, donc on avait plein de trucs à dire par rapport à ça. Et puis avec le temps, bah il y a les vraies affinités qui s'installent, quoi. Donc c'est vrai qu'on en garde moins, mais on en garde quand même. Mais t'en gardes quand même. Ouais, et puis c'est chouette. De toute façon, ça se passe bien avec tout le monde. À chaque fois que j'en croise un, bah, c'est toujours chouette de se remémorer des souvenirs de cette époque-là, etc. Quoi. Donc, ouais. Non, mais c'est chouette. Ça se voit que c'est un chapitre, c'est une expérience dans ta vie que t'as vraiment beaucoup aimé. Ben, c'est vraiment clé, je pense, parce que avant ça, je comprenais pas l'industrie de la musique, parce que tout le monde dit, ah, faut mettre le pied dans la porte, faut mettre le pied dans la porte, faut foncer, vas-y, etc. T'es talentueux. Moi, je suis là, elle est où la porte, en fait? Ouais, ouais, Les c'est Nepo vrai. Babies, ils ont trop de chance, hein, parce qu'ils naissent avec les portes autour d'eux, mais moi, dans ma famille, il y a personne qui est dans le monde de la musique, en fait. Oui, Du non, c'est coup, vrai que souvent c'est un rapport de contact. Hein. vraiment, Si on a un lien avec une personne qui travaille dans une boîte de prod ou quoi, ouais. de ce contact à d'autres contacts et ainsi de suite. Mais c'est vrai que
C'est pas toujours le cas, hein. Non, effectivement. Et du coup, bah, ça m'a un petit peu montré où étaient les portes. Ça m'a permis de faire les premières rencontres, de comprendre un petit peu mieux le truc. Et du coup, j'avais bossé sur mes premiers sons avec un artiste belge qui s'appelle Konoba, Mhm. qui avait beaucoup, beaucoup tourné à l'époque. Il avait beaucoup de gros succès. Un grand artiste, vraiment. C'était super chouette de bosser avec lui sur mes premiers titres. Et puis voilà, puis vraiment de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer une personne, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Mon manager à l'époque, avec qui on travaille plus ensemble aujourd'hui, mais avec qui j'ai rencontré, celui qui a fait la prod de mon premier single, Millennial, qui m'a permis de vivre pas mal de chouettes trucs aussi, en Belgique francophone notamment, etc. Donc franchement, c'est vraiment de fil en aiguille l'émission, ça m'a permis aussi de mieux comprendre à qui m'adresser, etc. Donc c'est un moment clé en fait, c'est une étape clé à The Voice, et puis Twitter, et puis TikTok, et puis le reste quoi. Donc ouais. Ça a vraiment été un peu l'élément déclencheur de tout. Franchement, on peut dire C'est ça, ouais. c'est parce que bah, tu as commencé les réseaux après ça, enfin tu as voulu garder tes abonnés pour ça, donc Ouais. tu t'es vraiment mis à fond là-dedans, Mhm. tu t'es renseigné, tu as ouvert enfin t'as eu ton premier single. Donc en Mhm. fait, j'ai l'impression que vraiment d'avoir participé à ça. Mhm. Et ça serait peut-être jamais arrivé si t'avais pas forcé retenter ta chance 6 fois d'affilée, parce qu'il y a plein de gens qui auraient lâché au bout d'une ou deux fois, quoi. Est-ce qu'il y a un conseil que t'as reçu pendant l'émission du jury ou quoi qui te suit encore maintenant, quelque chose que t'appliques encore maintenant? Ouais, de ouf, ne pas trop en faire sur scène. Je suis du genre à être très expressif. Bah, puis après, c'est parce que je viens du théâtre aussi, je pense, mais depuis mes 11 ans, je fais du théâtre. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Enfin, depuis mes 11 ans, ça s'est un peu arrêté avec l'émission parce que j'avais plus le temps, et puis j'ai shifté vers d'autres trucs, mais ouais, ça a été une énorme partie de ma vie, hein, et du coup, je suis très... Et à un moment, il y a un des coachs qui m'a dit, écoute, Jonathan, je comprends, c'est toi, mais je te le dis, tu ça fait Club Med. Et donc j'ai dit OK. C'est clair. Voilà, c'était très clair. J'ai dit ah d'accord, bon. Et du coup, j'ai appris aussi à plus internaliser. Et c'est vrai que c'est très différent d'être une scène, être sur une scène, d'être face à une caméra, parce que bah la caméra elle est là en fait. Du coup, t'as pas besoin d'en faire énormément. Je veux dire, le spectateur capte toutes les subtilités des micro-expressions, etc. Donc même si tu performes comme ça, t'es pas obligé de faire des grandes expressions pour la personne ou des grands gestes pour la personne qui est au fond de la salle. Non, la personne devant son canapé te voit littéralement à Oui. 5 centimètres de son visage, quoi. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Et c'est très différent d'être sur scène en tant que personnage de comédie musicale ou d'une pièce de théâtre que d'une pop star. C'est une DA différente, c'est incarner quelque chose de différent. Donc voilà, même si on danse, il y a des choses à équilibrer. Donc voilà, ça c'est un conseil que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. C'est oui, de me contenir. Less is sometimes more, I guess. Donc voilà, ça j'ai gardé ça jusqu'à aujourd'hui. C'était pas trop frustrant pour toi au début de devoir faire attention justement à ne jamais trop en faire? Non, parce que en fait, j'ai pas d'ego de ce côté-là. En fait, j'étais un petit peu en mode éponge. Tout ce qu'on me dit, je le prends. C'est bien. Ouais, c'est ça. J'étais un petit peu en mode, je dois au moins l'envisager, en fait. Si jamais ça fonctionne pas pour moi, ben ça fonctionne pas pour moi, mais je dois au moins l'envisager. Et surtout, en fait, vu que les coachent vraiment, ça c'est pas de la blague, c'est pas de la télévision, hein. Ils sont vraiment là, ils sont vraiment là aux répétitions. Ils donnent vraiment des conseils, ils sont vraiment là à dire, OK, toi tu fais cette partie-là, toi tu fais cette partie-là, là vous faites des harmonies. Donc il y a vraiment eu un travail de direction musicale de la part des coachs, donc ça c'est réel. Je me dis, il y a ce côté où tu veux leur plaire parce que c'est eux qui décident si tu passes ou pas. Ouais. Et il y a ce côté aussi où quand ton coach ou ton prof te dit de faire quelque chose, si tu le fais, t'avances à l'étape suivante, tu vois ce que Ouais. je veux dire, tu vois. Donc enfin Tu progresses. plus ouais, tu progresses le plus vite possible, et puis après, même s'il y a des choses, tu te dis, j'adore dessiner aussi, parfois t'apprends des techniques de base en dessin, des trucs, et quand tu grandis, tu te dis: j'ai plus besoin de faire ça en fait, c'est bon, mais le fait d'apprendre à le faire, ça t'a appris à comment ne pas le faire, et du coup Ouais. voilà. Donc pour moi, il faut juste écouter ce que les gens te disent, surtout quand c'est des conseils techniques, et après tu décides, quand Mais tu l'as maîtrisé, tu décides si tu le gardes ou pas. Donc voilà, c'est ça, voilà. ouais, j'aime bien ta vision des choses, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent une critique très personnellement, Ah. ou genre un peu en mode c'est une attaque envers qui je suis, comment je suis, ma personnalité. Mais je trouve que tu arrives à déconstruire ça et à prendre vraiment le positif de la remarque. Et puis bah, t'es pas obligé de l'appliquer, encore une fois, si tu te rends compte que ça ne te correspond pas. Mais j'aime vraiment bien ta vision des choses. Ouais, c'est gentil, merci. Mais c'est un métier où c'est difficile d'avoir de l'ego parce que c'est- ça en va beaucoup crush ton ego, hein. C'est vraiment Mais oui, mais je comprends mieux du coup voilà. pourquoi il y a toutes ces étapes avant où on te met vraiment en situation de stress pour voir si tu tiens le rythme, etc. Parce que je pense que quelqu'un qui est vraiment très 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 têtu et qui veut rien écouter non plus, bah il a pas franchement sa place
là-bas, quoi. C'est très compliqué, ça va vraiment être très compliqué. Hein, Parce que ça va être un rapport de force constamment, alors. Hein, vraiment, vraiment. Et il y a des grosses personnalités, hein, mais même les grosses personnalités arrivent à, tu vois ce que je veux dire, Oui. il y a des rapports de force parfois, mais ça crée des conflits, c'est jamais bon. Ouais, ça n'apporte rien de positif au Voilà, c'est final. vraiment ça. Ouais, c'est sûr. T'as jamais été malade ou quoi pendant l'émission à force de devoir chanter pratiquement tous les jours? Bah, la réalité, c'est qu'une semaine avant mon audition à l'aveugle, j'avais plus de voix. Donc, en fait, Ouais, c'est ce que je me disais. ouais, À mon avis, le fait de j'avais, forcer tout le temps parce que tu répètes, mais pendant des heures. ouais, c'est ça. Genre, vraiment, j'étais juste aphone. Je tournais une pièce de théâtre, je tournais une pièce, non, pas une pièce de théâtre. J'étais au théâtre, j'étais sur scène au théâtre de Poche à Charleroi. Du coup, donc on terminait les représentations, je pense, ouais, à peu près une semaine avant les blinds. Donc, pour moi, ça se goupillait vraiment très, très bien. Et en fait, la dernière, je me réveille, je n'ai pas de voix. Je me réveille le matin et je me dis, j'ai pas de voix. Je suis censé jouer sur scène dans 2 heures, parce que le dimanche, c'est souvent à midi qu'on joue parce que c'est la séance pour les vieux, entre guillemets. C'est ouais, la présentation pour les vieux. Je joue dans 2 heures et je chante sur un plateau télé dans une semaine et j'ai plus de voix, donc c'est catastrophique. Et je me rappelle que j'avais pris quoi? Je sais plus ce que j'avais pris comme médicament. C'est un truc ça donne un coup de boost, etc. Et pendant la semaine, j'ai vu une médecin et elle m'a dit, elle, son premier réflexe, c'était de me dire, il faut reposer votre voix, quoi. J'ai dit non, non, mais je sais pas censé le dire, mais en fait, je passe les autres blagues d'audition pour The Voice dans 5 jours. Vraiment, il faut que vous me passiez un truc. Elle me fait Ah bah ouais, bon. même elle, situation pas situation pas classique. Voilà, Hein. c'est ça. Je crois qu'elle a pas vraiment beaucoup de gens qui viennent avec une angine et qui font bon écoutez, non mais je participe à The Voice dans 3 jours. Du coup, elle m'a prescrit un truc et ça a été quoi. C'était quand même, il fallait quand même que je me taise majoritairement et du coup, mais le jour même, j'avais ma voix, donc ça c'était le L'essentiel principal. était Voilà. passé. Voilà, c'est ça. Ah ouais non le coup de stress quand Ouais, même. de ouf, de ouf. Ah, je suis restée une fois à la faune 2 semaines. J'étais au bout de ma vie quand même. Et je participe pas à The Voice. Hein. T'as participé aussi à The Voice France. Ouais. J'ai vu. Ouais. Comment ça s'est passé ça? Bah, ils sont pas retournés déjà, donc moins bien. Ouais, mais même tout ce qui est audition, etc., est-ce que c'est très très différent de la Belgique ou t'as quand même vu beaucoup de similitudes et t'étais assez à l'aise? C'est un peu particulier parce qu'en fait, encore une fois, je participe à The Voice France. C'est 3-4 ans après The Voice Belgique, je pense, tu vois. Donc, c'est-à-dire que le milieu, je le connais à ce stade-là. J'ai plus peur de la télévision du tout. J'ai même peur d'une caméra, mais la télévision, c'est impressionnant. La prod, Oui. ça se fait là, c'est impressionnant. Et aussi, je comprends comment ça se passe. Et j'ai plusieurs potes qui ont fait The Voice France parce qu'à un moment, The Voice France, ils ont commencé à aussi caster, à chercher des gens en Belgique, etc. Et je me rappelle de ce qui s'est passé, c'est que je me disais, pourquoi je le ferais? Qu'est-ce que j'irais chanter? Est-ce que je peux encore faire cette émission-là? Et un jour, j'ai eu un éclair de ce que j'aurais fait. Et je me suis dit, bon, ça peut fonctionner. Testons ça. Mais par contre, j'ai pas envie de passer 18 étapes d'audition. Et il existe des shortcuts. C'est-à-dire que là, c'est là que le népotisme, il a joué un petit peu. C'est-à-dire que, étant donné que je connaissais des candidats qui avaient déjà participé, je leur ai simplement dit, je veux pas aller sur le site de TF1, commencer à remplir tout un formulaire, envoyer une vidéo, en espérant que sur tous les casteurs qui voient la vidéo, il y en ait un qui l'aime bien, parce que c'est ça qui se passe aussi. Hein. Il faut que la personne qui voit la vidéo aime ce que vous faites, en fait. Oui, peut-être que c'est celle d'après, enfin, ou l'autre qui aurait aimé. Exactement. Et ça, c'est encore passé une dizaine d'étapes de casting. C'est possible avec TF1. Et j'avais vraiment pas l'énergie pour faire ça. Donc, j'ai dit, écoute, qui est le directeur de casting qui t'a fait passer? Je lui envoie un DM sur Instagram. Il m'a dit, contacte là, elle est super gentille. Là, en question, travaillait plus à The Voice, mais elle m'a dit, contacte mon collègue, il est super gentil. Et ce collègue en question, il m'a dit, j'aime bien ce que tu fais sur Instagram, parce que c'était ça aussi, je voulais juste qu'on voit directement tout, et pas juste une vidéo d'une reprise. C'est difficile de voir c'est quoi un artiste, alors que là, mon compte Instagram, ça joue un peu comme un CV. Et en fait, ils m'ont dit, écoute, envoie-moi une vidéo, et on va voir comment ça se passe, quoi. Et du coup, en fait, ça s'est super bien passé, parce que l'éclair de génie qu'on va dire que j'ai eu, c'était de chanter Weshden sur une instru de Nina Simone. Parce que j'adorais la chanson de Weshden et ils ont adoré ça. Et donc, en fait, j'ai littéralement passé une seule étape d'audition. Ils ont dit, c'est bon. Ah, t'as braillé le truc. Vraiment shortcut de ouf. Ils ont dit, c'est bon, tu vas le faire. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que pour faire une reprise, t'as pas besoin de demander l'autorisation. Tu dois juste prévenir les ayants droit que tu vas faire une reprise, même à la télévision. Et ensuite, comme ça, les droits sont redistribués, en fait. Mais pour faire ce genre de choses, un mashup, c'est comme faire un sample. Là, t'as besoin des autorisations des deux ayants droit. Et en fait, du côté des ayants droit de la chanson de Weshden, il n'y avait pas de problème. Pour eux, c'était OK. Mais du côté des ayants droit de Nina Simone, ceux qui gèrent son héritage, ils ont dit,
Non, et du coup, bah, Ah, vraiment, j'allais monter dans le Flixbus pour aller jusqu'à Paris, et ils m'ont dit, bah voilà, Jonathan, on a une mauvaise nouvelle, tu vas pas pouvoir faire ta reprise de Weshden Nina Simone parce qu'on n'a pas les droits pour la faire malheureusement. Du coup, on va partir sur le deuxième choix, c'était Je t'aime de Lara Fabian que j'ai fait, que je voulais faire, mais je voulais le faire vraiment plus tard dans l'aventure, tu vois, ouais. parce que c'est aussi ça, ça petit à petit se dévoiler, hein, de passer à la télévision dans ce genre d'émission. Et je voulais commencer par ça, pour vraiment montrer tout mon côté un petit peu humoristique que j'avais dévoilé, etc. Je m'étais un petit peu détaché du Dark Sasuke qui était à The Voice Belgique à l'époque, tu vois. Et j'avais plus montré mon humour et ça connectait plus avec les gens, ça j'aimais bien. Et je voulais montrer ça et petit à petit montrer que je peux aussi performer des choses qui étaient un peu plus dans des émotions, un peu plus sincères et pas caché derrière une sorte de clown ou d'humoriste, tu vois. Et en fait, on a fait ça à l'audition et c'est pas le bon moment pour faire ça et c'était pas le feu d'artifice qui est censé être une Ouais. blind audition, tu vois. Une blind audition, c'est vraiment C'était pas le carte de waouh que visite, t'avais tu vois. C'est pas ce imaginé. que je voulais. Tout le monde était un petit peu déçu, mais du coup, en plus, j'étais malade de ouf et ce jour-là, encore une fois, je suis arrivé sur le plateau hyper à l'aise et puis au fur et à mesure de la journée, j'ai commencé à sentir que ça allait pas bien et enfin bref, tout est, tout était un petit peu réuni pour que ça se passe pas malheureusement comme j'aurais voulu que ça se passe. Ils sont pas retournés, ça leur a pas assez plu, bah c'est ok. Enfin voilà, sur le coup, c'est très difficile parce que c'est vrai que j'espérais beaucoup de ce moment-là, Ouais. surtout Surtout que c'est le beaucoup plus gros et impactant aussi que exactement. The Voice Belgique. Ouais. Et quand on fait de la variété française, de la pop française, bah le marché français c'est hyper important en fait. Et du coup j'imaginais ça comme un moyen aussi de connecter plus avec le public français, etc. Mais c'est ok en fait. Enfin, voilà, voilà. Encore une fois sur le coup c'est extrêmement déprimant. Et puis bah on passe à autre chose. Est-ce que La- tu envisages peut-être de réessayer? Parce que par exemple, pour la Belgique, bah, t'as retenté 6 fois. Est-ce que pour la France, t'aimerais peut-être retenter par la suite ta chance là-bas? Non. Enfin, en fait, Non? ça me vient pas à l'idée, encore une fois. Quand on fait ce genre d'émission, l'idée, c'est de se dire, j'y vais pour chanter quoi? Ça, c'est le premier truc. Qu'est-ce que j'ai envie de présenter? C'est la première chose à savoir. Là, il y avait un truc que je voulais faire. Aujourd'hui, je suis là en mode, enfin, Ouais, non, ok. je sais pas quoi faire. Et la vérité, c'est que l'émission à faire en ce moment, c'est la Starac et ça, c'est encore autre chose. Enfin, mais, le Tu casting, l'envisages peut-être ou pas? bah, ce serait chouette, hein, là, ce serait vraiment, vraiment pile mon rêve d'enfant, parce que j'étais vraiment fan de la Star Academy et de toutes ces émissions, hein, la Starac, la Nouvelle Star, The Voice, j'ai tout regardé, j'ai vraiment tout regardé parce que j'adore la musique, j'adore les chanteuses et les chanteurs, etc. Donc vraiment, je suis vraiment client de ce genre de choses. Mais la Starac, c'est vraiment la première, donc ça aurait vraiment été un moment très cathartique, je pense, mais la direction qu'ils prennent, c'est aussi qu'ils ils font vraiment un effort de prendre des candidats qui ont pas beaucoup d'expérience, qui sont plutôt jeunes, etc., qui ont pas énormément d'abonnés sur les réseaux, parce que je pense que le public avait besoin de ça aussi, et je pense que Oui. le public avait aussi envie de voir des vrais jeunes talents qui Qui sont inconnus et qui vont vraiment exactement, grandir avec. exactement, et je rentre pas du tout là-dedans, quoi. Je pense que j'ai trop d'abonnés pour faire la Starac. Et encore une fois, c'est ok. Je veux dire, j'ai eu ma chance de participer à ce genre d'émission. J'en suis déjà très, très content. Oui, ce serait chouette, mais Mais si ça ne se fait pas, c'est pas la fin du voilà, monde. c'est ça. Il y a d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à faire. Donc voilà. T'as des projets encore avec la musique? Bien sûr. Oui. Bien sûr, Est-ce bien qu'il y a des sûr. trucs que tu peux nous teaser un petit peu? Ouais, en fait, c'est un peu particulier parce qu'au moment où cette émission sera diffusée, je pense que mon single sera bientôt sorti. Oh! Ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est fin août, t'as dit, c'est ça? Ouais, normalement fin août. Ok, c'est fin août, donc effectivement, il va bientôt sortir au moment où vous voyez cette vidéo. C'est une chanson qui va parler d'un sujet qui me tient énormément, énormément à cœur, et c'est la place que prend l'IA générative dans le milieu créatif, et surtout la place que prend l'IA générative, qui est la place d'artiste, en fait. C'est un truc qui Mm, me touche mm. beaucoup, c'est un truc qui me... Et c'est un truc dont on parle énormément depuis quelques Ouais, mois. exactement. Et c'est vrai que du coup, enfin, ça m'affecte vraiment personnellement. Et du coup, j'ai vraiment quelque chose à sortir, qui doit sortir de moi par rapport à ça. Euh, et je pense que j'ai aussi envie de me positionner sans honte, adorable. Comment elle s'appelle, il, Ça, c'est elle? papy. Papy, trop mignonne.
Et de positionner vraiment comme artiste vraiment anti-IA générative. Genre vraiment, j'ai pas de souci avec ça. Bien entendu, j'ai aucune attaque personnelle à faire aux gens qui ont recours à l'IA. Je suis aussi conscient que malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Juste, faut pas m'en parler. Genre... Je peux comprendre. Faut pas m'en parler. Mais vraiment, j'irai jamais insulter quelqu'un qui utilise de l'IA générative parce que déjà, ça n'amène rien de bon. Mais c'est vrai que je ne considère pas l'IA générative comme étant quelque chose de positif, en tout cas pas dans le milieu créatif de quelque manière que ce soit, quoi. Donc voilà, c'est le sujet de ma chanson. C'est le sujet de la chanson, ça va être une chanson qui danse quand même parce que j'aime bien ça, j'aime bien quand ça bouge. Et ouais, c'est un peu un truc assez perso. Et je parle rarement de ma vie dans mes chansons, je parle rarement de moi-même, de ce que je ressens. Mais là, c'est une chanson effectivement qui sort bientôt, du coup, mais qui va parler vraiment de quelque chose qui me touche vraiment Trop personnellement. hâte de découvrir ça. Donc voilà. On a une petite tradition, une dernière question à poser à chaque fin d'interview. Ouais. C'est est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais et à laquelle pourtant t'aimerais répondre? C'est ouf ça. Tout le monde a la même réaction. Je sais pas si c'est une question que j'aimerais qu'on me pose. Ça pourrait être par rapport à ta vie perso, à tes projets, à ton parcours, peu importe. Juste quelque chose sur un sujet qu'on ne te demande jamais. On ne te demande jamais ton avis, ton expérience ou quoi, et pourtant t'aimerais bien pouvoir te développer là-dessus. Ou... Waouh, aucune idée. Vraiment, qu'est-ce qu'ils répondent les autres en général? On a eu quoi comme réponse? Alors, tout à l'heure, on m'a demandé la chose dont elle était la plus fière. Ok. On m'a demandé aussi... Aidez-moi, l'équipe. On m'a demandé quoi aussi? Sacha, il a demandé quoi? Je sais plus. Je ne sais plus. Ah oui, c'était la chose qui le met le plus en colère. Genre la chose qui le met le plus en rogne. Quelque chose qu'il trouve vraiment détestable. Ok. Voilà, on m'a posé des petites questions comme ça. Non, c'est ouf, j'en ai vraiment aucune idée. J'aimerais bien t'aider sur ce point-là. C'est pas grave, on peut Non, terminer je sais pas. par qu'est-ce que tu fais du coup quand tu n'es pas dans ta caméra? Ah, ok. Qu'est-ce que je fais quand je suis pas devant ma caméra? J'apprends le japonais. Ah, putain, trop stylé. Ah, moi, je m'attendais à un truc en rapport encore avec la musique ou la créativité ou quoi, mais le Non. japonais, En pourquoi? fait, c'est assez particulier. Bah, je sais pas. En novembre, il s'est passé un truc. Faut savoir que ma passion, moi, depuis que je suis petit, mon premier amour, c'était le dessin. C'est le premier canal par lequel je me suis vraiment exprimé. Et c'est un peu un des seuls. Je pense, c'est le seul de mes talents que j'ai pas commercialisé. C'est-à-dire que la musique, bah, c'est devenu mon taf. L'acting, c'est devenu mon taf. Le dessin, ça appartient encore qu'à moi, en fait. Et c'est vrai qu'à la rentrée dernière, j'allais pas hyper bien. J'avais besoin de me reconnecter au dessin et je dessinais beaucoup en regardant des animés. J'ai pris un abonnement Crunchyroll. Voilà. Il était temps que je Ça le explique fasse. beaucoup de choses. Et du coup, je regardais des BZ en français. Et certains passages, parce que du coup, sur Crunchyroll, on a la version complète, c'est-à-dire tout ce qui était censuré à l'époque, mais ce qui était censuré n'a pas été doublé. Donc, il y avait des passages en japonais où je regardais du coup l'écran. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que ça fait, j'ai l'impression, 15-20 ans, je regarde des animés en VO. Et je sais pas former une seule phrase en japonais. Et en fait, c'est la première réflexion de la semaine. Cette semaine-là, il s'avérait que j'ai rencontré une étudiante japonaise et que j'ai sorti, sans trop me rendre compte, Watashi wa Jonathan Des. Et je me suis dit, ah tiens, c'est vrai, je me connais cette phrase et je me suis replongé dans mes bouquins de japonais. Je me suis remis à apprendre le japonais. Donc voilà. C'est trop cool. Moi, c'est rigolo. Mais toi, ça part vraiment d'un petit truc. D'un petit truc, t'en fais une grande idée avec un grand objectif pour toi. Je trouve ça impressionnant. Spécial parce qu'à partir du moment où j'ai compris comment former une phrase, c'est comme si j'étais drogué, en fait. J'arrivais plus à m'arrêter. Je voulais apprendre Ouais, tu voulais toujours savoir plus. Je voulais apprendre comment on dit ça. Et du coup, bah, ouais, tu traînes sur Reddit. Il y a beaucoup de choses sur Reddit. Reddit, ça peut être fantastique. Ça peut être atroce, mais ça peut être très, très pratique aussi. Vraiment. Pour le coup, Reddit, ça peut être fantastique. On a énormément de choses sur Reddit, sur des forums, sur des youtubeurs qui sont vraiment spécialisés là-dedans, sur l'apprentissage du japonais. Genre, il y a un japonais, je me rappelle plus de son nom, malheureusement, mais ces vidéos m'aident énormément, qui interviewe des gens dans la rue, des gaijin, comme on dit au Japon, donc des étrangers. Tiens, comment t'as appris le japonais, etc. Et donc, il donne beaucoup de conseils, etc. Et donc, ça, c'était super cool. Donc, voilà. Ouais, mon apprentissage japonais, ça m'occupe beaucoup, pendant les moments où j'ai du temps libre. Donc, voilà. Et ben, c'est hyper chouette. On en apprend beaucoup sur toi. En tout cas, merci infiniment d'avoir participé. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Merci. Avant de clôturer cet épisode, j'en profite pour remercier le Carreau Locat. Donc, le Carreau Locat, c'est le bar à chat dans lequel on se trouve pour tourner cette première saison. Vous avez peut-être vu un petit chat passer à la caméra et c'est parfaitement normal. Sachez que vous pourrez retrouver l'adresse en description et vous pouvez également retrouver
tous les réseaux de Grégo qui s'affichent à l'écran et qui sont également disponibles dans la description. Et moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à midi pour un nouvel épisode avec un nouvel invité.